Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 17e épisode de la saison 2 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Tête en l'air, pieds sur terre. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Déjà, bienvenue. On est très heureux de vous présenter notre monde et voilà, notre couple. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Un jour, il faudra peut-être quand même qu'on les tienne au courant qu'il y a une petite supercherie. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours Tranche, le chiffre 2, couple, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche, le chiffre de couple, @gmail.com. Et pour terminer cette introduction, comme toujours, on compte sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous. Le meilleur moyen pour faire cela, ça reste encore de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Et vous pouvez aussi, bien sûr, retweeter nos tweets ou liker nos posts Facebook. Enfin bref, faites-vous plaisir. Dites-nous si jamais vous avez des remarques, des commentaires. On est toujours heureux de les prendre en compte. Allez, on commence par la rubrique Actu, Guillaume. Eh bah oui, ça va vous paraître étonnant, mais on ne résiste pas à vous parler sport aujourd'hui. Oh bah oui, pas parce qu'on a repris la course hier et qu'on ne s'en est toujours pas remis et qu'on a mal partout et qu'on en a pour plusieurs jours, mais plutôt parce que cette semaine, on a vu un petit ange passer dans le ciel du football européen et partir trop tôt, malheureusement. Petit ange, pardon. Oui, genre vraiment trop tôt, genre beaucoup trop tôt. Vous nous voyez venir ? On va revenir en effet sur la Super League de football. Tadam ! Ça pète comme ça, hein, c'est beau. Pour faire court, tel le gazon du terrain de foot, il existe en Europe une compétition pan-européenne qui regroupe chaque année 32 participants, organisée par l'Union européenne de football association, qui est par ailleurs l'instance de référence du foot en Europe. C'est la Ligue des champions. Vous vous souvenez de cet hymne sur la musique de Handel, Zadok the Priest, ta 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 ta. On s'emballe, anglais. Hein ? On s'emballe. Ouais, c'est ça, on s'emballe, mais c'est plein d'émotions, des stades pleins et des montagnes d'argent et de droits divers et variés qui tombent dans les poches des clubs de foot et de l'UEFA. Et c'est un peu ce qui a motivé 12 clubs à annoncer en grande pompe le 19 avril dernier la création d'une Super League composée globalement de quasiment tous les meilleurs clubs européens, plus 4 clubs sélectionnés chaque année en fonction des résultats, et qui se finirait, elle aussi, en grande pompe, à la fin de la saison, par une finale brillante, du suspense, tout ça, et surtout la possibilité pour les clubs d'encaisser directement les revenus sans passer par la case UEFA. Vous voyez que ça commencera peut-être à faire... Money. Voilà, c'est ça, money. Alors évidemment, tous ont défendu le fait que cette nouvelle compétition viendrait s'intégrer au calendrier actuel, qu'elle n'aurait pas d'impact sur la Ligue des Champions, etc. Mais dans un monde où l'argent est tout de même une variable importante, et si virtuellement il y a de la place pour deux, il y aura mécaniquement une dilution des revenus financiers pour la Ligue des Champions et donc pour l'UEFA. Cette dernière a donc très vite menacé de sanctions les clubs fondateurs de la Super League. Alors étudions maintenant les raisons de la chute vertigineuse de cette initiative après seulement 48 heures, et en fait... il faut savoir que lundi soir, déjà, les 6 clubs anglais qui participaient, 6 sur 12 donc, ont annoncé leur retrait. Pour les supporters anglais, dont on sait absolument, ouais, c'est assez désastreux, on sait qu'ils sont attachés à un football égalitaire qui permet à un maximum de clubs de participer. L'Angleterre, c'est la terre, le terreau du foot, c'est là que ça a été créé. C'était un affront, et ils n'ont pas manqué de le faire savoir en lançant des manifestations en ligne et sur les réseaux sociaux, mais aussi devant les sièges ou les stades des clubs impliqués. Je vous invite à ce sujet à regarder la mini-série de Netflix The English Game, qui retrace un peu l'origine du football et de son organisation en Angleterre. Enfin bref, revenons à nos supporters. Les 10 supporters ont donc mis déjà une première partie de pression sur ces clubs en montrant qu'eux avaient aussi un pouvoir, en tout cas de nuisance, et qu'ils pouvaient, si jamais ils se retiraient, on sait qu'il y a des associations et de supporters qui sont extrêmement puissantes, y compris au niveau financier, puisqu'elles peuvent, une partie des finances des clubs viennent aussi de la billetterie de ces supporters. Voilà, donc ça, et puis qu'un football sans supporters, et puis qu'un football sans supporters et que pour l'argent, ce n'est pas un football. Et encore une fois, on en revient un peu aux racines. La deuxième raison, les deuxièmes raisons, ce sont des raisons politiques et financières, évidemment. On garde toujours les pieds sur terre. Venu de Russie ou d'Arabie Saoudite. Chelsea, club dont le propriétaire n'est autre que l'oligarque russe Roman Abramovich,
aurait subi des pressions de Moscou en raison de l'implication de la société russe Gazprom, détenue à 51% par l'État russe, qui est aussi, s'avère être le sponsor principal de la Ligue des Champions. Vous voyez venir le petit souci là. Et quant à Manchester City, bon, c'est une piste qui est jugée peu crédible dans les médias, mais pas complètement impossible. La piste serait que le club, détenu par un fonds d'investissement des Émirats arabes unis, aurait finalement renoncé, car une partie du financement de la nouvelle compétition viendrait indirectement via la banque Morgan Stanley, JP Morgan, d'Arabie Saoudite. Ouais, c'est un peu capillotracté, mais on est quand même dans un domaine où tout est très lié finalement. Et certains poussent même à expliquer cette fameuse logique des Émirats arabes unis, jusqu'à expliquer l'absence du PSG pour les mêmes raisons. Sauf que c'est très fragile, y compris géopolitiquement, puisque le PSG est détenu essentiellement par le Qatar, qui n'est pas au top de ses relations avec les Émirats arabes unis ces dernières années. Bon, on y reviendra peut-être ou pas dans un prochain épisode. En tout cas, petit ange parti trop tôt, tu vas nous manquer. Et est-ce qu'il n'y avait pas aussi une question aussi de la fatigue des joueurs et de la surconsommation des joueurs? Parce qu'on se souvient que déjà, il y a quelques années, les compétitions nationales, Ligue des Champions, la préparation de la Coupe du Monde, mais les Jeux Olympiques. Tous les ans, c'est la même chose. Et donc finalement, avoir une nouvelle compétition avec la Super League, ça aurait carrément cramé les joueurs. Finalement, il y a assez peu de joueurs qui sont montés au créneau eux-mêmes. On peut citer Kevin De Bruyne, un joueur de belge qui joue, je crois, à Manchester City d'ailleurs, ou Manchester United, qui est monté au créneau, mais plutôt dans un but d'apaiser un peu les tensions qui sont nées du coup de l'arrivée de cette Super League. J'ai pas vu cet argument beaucoup repris dans les médias, mais comme tu le dis, c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement et qui aurait fini par peser de toute façon dans la balance. Ce qui explique aussi pourquoi peut-être finalement l'UEFA avait menacé d'empêcher les joueurs qui étaient dans les clubs de la Super League de jouer dans les ligues nationales. Aussi, et ça prouve aussi que l'UEFA derrière est quand même un pouvoir assez monstrueux sur les instances du football européennes. Pareil, je ne suis pas sûr qu'on y reviendra, mais voilà, ça fait partie des choses. Enfin bon, des pieds sur terre, Max, est-ce que tu veux nous envoyer dans les étoiles ? Ah oui, alors aujourd'hui, deuxième actu, je vais vous parler de l'espace. Et parce qu'aujourd'hui, donc 24 avril, après 23 heures de voyage, Thomas Pesquet et 3 autres astronautes partis la veille de Cap Canaveral en Floride se sont arrimés à la Station spatiale internationale. C'est toujours un événement intéressant et grâce en fait à Internet et notamment grâce à la NASA et SpaceX, on peut aussi suivre ça en direct sur YouTube, donc c'est assez chouette. Ça fait rêver, hein. Coucou la mer de Poitiers. Alors, c'est le deuxième voyage dans l'espace pour l'astronaute Thomas Pesquet, qui est un astronaute de l'Agence spatiale européenne de nationalité française. Cocorico, on ne manque pas ce petit clin d'œil. Alors, son premier vol avait été à bord du vaisseau russe Soyouz, et cette fois, il a rejoint la station spatiale internationale, l'ISS, à bord du vaisseau Dragon du constructeur américain SpaceX, qui, pour la petite histoire, est une autre des entreprises fondées par Elon Musk, celui qui a aussi fondé Tesla. D'ailleurs, cette entreprise a été fondée en 2002, donc assez récemment, et c'est assez incroyable les succès que SpaceX a réussi à avoir en ce laps de temps finalement assez court. Deuxième anecdote, pour ceux qui ont assisté au lancement, qu'on a pu voir donc sur YouTube, vous avez pu assister au retour sur Terre du premier étage de la fusée, environ 5 minutes après qu'elle se soit détachée, ce qui est tout à fait impressionnant. Et tout ça, on a pu le suivre en direct. Et oui, le premier étage de la fusée, effectivement recyclable, et c'était pas son premier vol. Alors ce premier étage, c'est celui qui permet de décoller de la Terre, donc qui donne la poussée initiale, et dans lequel il y a 9 moteurs qui brûlent cette poussée initiale en seulement 162 secondes. Donc vous verrez que c'est quand même pas beaucoup. Mais je pense que tu dois flipper quand même pendant 162 secondes. Parce qu'ils sont assis sur une montagne de pétrole. Exactement. Et donc en fait, c'est le deuxième étage qui donne la poussée supplémentaire qui permet d'atteindre l'orbite. Alors,
pour Thomas Pesquet, c'est une mission un petit peu extraordinaire aussi parce que il aura l'honneur de commander la Station spatiale internationale durant la deuxième partie de sa mission, ce qui est une première pour un astronaute de nationalité française. Alors, durant cette mission, qui s'appelle Mission Alpha, qui durera 6 mois, près de 232 expérimentations scientifiques seront conduites. Et oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais la mission première dans l'ISS, c'est de conduire des expériences scientifiques qui pourront avoir des applications sur Terre, mais surtout et avant tout pour de futures missions spatiales sur la Lune ou sur Mars, par exemple. Et puis, il y aura aussi 4 sorties extra-atmosphériques, c'est-à-dire que un astronaute ou plusieurs astronautes sortiront de l'ISS pour être vraiment dans l'espace. Et on rappelle quand même que cette station vole à une vitesse de 400 km/h, donc c'est quand même pas rien. Et puis que si ce qui te retient à la station spatiale était coupé, à ce moment-là, c'est fini, bye bye quoi. Donc c'est pas rien. Non mais n'y pensez pas, je vous vois déjà visualiser cette image. Non, vous ne la visualisez pas. Vous gardez l'image de rêve de l'astronaute relié à sa station spatiale internationale. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui qu'un astronaute en vrai se détache. Exactement. Non, toutes dizaines les précautions, de blockbusters américains ou russes qui nous ont fait le coup, mais en réalité ça n'est jamais arrivé. Et donc ces sorties extra-atmosphériques, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et cette fois, donc l'enjeu, ce sera de moderniser les panneaux solaires de l'ISS, qui sont de fait un peu vétustes. Voilà, alors on espère surtout que Thomas Pesquet nous régalera encore une fois de magnifiques photos de la Terre, comme il l'avait fait lors de sa première mission à bord de l'ISS. Et on vous encourage à suivre son Twitter, @tom_astro, pour ce faire. Et moi, je rappellerai peut-être juste cette petite citation, puisque en fait, le décollage de la fusée a été reporté de 24 heures, et Thomas Pesquet a cité un de ses illustres prédécesseurs américains, Buzz Aldrin, en disant qu'il lui avait donné 2 conseils lorsqu'il est devenu astronaute: respecte tes aînés et apprends la patience. La sécurité avant tout. Je crois que tout est dit. Patience, sécurité, respect de ceux qui sont passés avant nous. C'est on souhaite tout le meilleur à Thomas là-haut et aux équipages qui sont montés avec lui. Alors, on fait le dernier point d'actu avec un point belgitude aujourd'hui, Guillaume ? Bah non, en fait, si, mais non, mais en fait si, mais enfin bref, ce sera plus un point francitude. Je sais pas trop si ça existe, mais ça m'a un peu fait penser à du surréalisme à la belge cette histoire, puisque à Paris, il y a une histoire cette semaine d'un carrefour, d'un croisement infernal où 5 rues se croisent et où après la pose d'une nouvelle signalisation, on pouvait arriver en voiture depuis une des rues, mais on ne pouvait ne prendre aucune des 4 autres rues, sauf à être un vélo, une trottinette, un riverain ou un camion de livraison. #camouflage. Ah oui, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple, effectivement. Et pour ne rien arranger, si jamais vous aviez le malheur de vous retrouver en voiture sur ce carrefour, il fallait très bien choisir votre voie de sortie, et avec beaucoup de prudence, puisque une des rues disposait d'un sympathique radar pour flasher les véhicules en sens interdit. Ah oui, c'est sympa ça. Ouais, non, c'était assez chouette quand même. La mairie de Paris reconnaît une maladresse dans la pose des panneaux, puisque la fameuse rue unique qui conduit là en voiture à ce croisement aurait, elle, en réalité, dû être aussi en sens interdit, sauf pour les riverains et les camions de livraison. Mais attends, parce que tu dis qu'il n'y avait qu'une seule rue qui permettait d'arriver, mais si elles étaient toutes en sens interdit, c'est donc qu'elles étaient toutes interdites aux voitures ? Oui. Enfin, toutes conduisaient à cet endroit, les 5, non ? Non, il n'y en avait qu'une qui permettrait d'arriver sur le croisement. Les autres permettraient de s'en échapper à condition d'être soit un vélo, soit un riverain, soit une trottinette, soit un camion de livraison. Tu vois le genre ? Ouais, mais du coup, c'est bizarre de dire qu'il n'y a qu'une seule rue qui permet d'arriver en voiture. Parce que finalement, si c'est tous des sens interdits, c'est donc qu'il y a 5 rues qui permettent d'arriver. Non, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Allez voir les vidéos. Mais en fait, non. Mais on vous mettra la vidéo en ligne. Enfin bref. On s'était dit que c'était un point un peu surréaliste qui était assez sympathique aujourd'hui, puis pour changer après un petit peu de la belgitude aussi. Et puis, ça tient pas à grand-chose. Et le journal La Libre Belgique nous rappelle quand même que la même chose s'est produite à Bruxelles il y a 5 ans, sans rancune du coup. Ah oui, ok. Bah écoute, voilà, on a compris pourquoi il y avait le point belgitude.
Alors on passe à notre rubrique vie de couple. Il y a 2 épisodes, on vous avait parlé d'une lettre qui nous avait beaucoup touchés. Et on vous avait dit, comme on venait juste de la découvrir au moment où on enregistrait le podcast, qu'on reviendrait là-dessus. Alors Guillaume, c'est parti, c'est à toi. Absolument, c'est toi qui avais d'ailleurs introduit le sujet. C'est une lettre que tu as, pour rendre à César ce qui est à César et à Max ce qui est à Max, que tu as découverte un peu fortuitement sur Facebook via nos réseaux. Sur Twitter Sur Twitter ou sur Non, Facebook sur Twitter. Enfin bref, sur les réseaux sociaux. On y passe beaucoup de temps. On y passe pas mal de temps, ouais. C'est un appel lancé par un groupe de parents catholiques d'enfants homosexuels, LGBT en tout cas, intitulé sobrement « Reconnaissance ». On vous en a brièvement parlé il y a 15 jours. C'est un appel rédigé fin 2020 et envoyé à l'ensemble des évêques de France le 19 mars 2021, le jour de la fête de la Saint-Joseph. On rappelle d'ailleurs à toutes fins utiles que cette année 2021 est dédiée à Saint-Joseph qui, dans la tradition catholique, veille sur les familles. Et, en théorie, toutes les familles. L'appel s'ouvre sur le rappel que, selon le cardinal Mario Grech, qui est secrétaire du synode des évêques, ce n'est pas la famille qui est subsidiaire à l'Église, mais bien l'Église qui est subsidiaire à la famille. En gros, ce n'est pas à la famille de s'adapter à l'Église, mais c'est à l'Église de s'adapter à la famille. Je réduis, voilà, c'est un peu résumé, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière cette affirmation, cet extrait d'une interview. Dans la lettre s'ensuit une série de questionnements. La dignité de la personne homosexuelle est-elle bien prise en compte aujourd'hui par la doctrine de l'Église ? La capacité à recevoir la vie de Dieu en abondance et à annoncer la résurrection du Christ est-elle bien reconnue à ces personnes ? Et la longue lettre aborde ensuite la question des limites de l'acceptation empirique, les tabous, l'ignorance, mais aussi le chemin de l'acceptation possible et l'espérance pour tout le monde. C'est une lettre qui nous a beaucoup touchés parce qu'en fait, elle a résumé, alors d'un point de vue de parents, tu m'arrêtes Max si je me trompe, mais d'un point de vue de parents, ce que nous, en tant qu'homos et cathos, on a aussi ressenti. C'est-à-dire qu'on est dans une église qui est... Enfin, on est dans une église... On entend beaucoup parler d'une église très doctrinale, beaucoup dans la doctrine, et assez peu sociétale, assez peu dans la société. Et alors qu'il existe un certain nombre de portes, y compris théologiques, pour justement mieux intégrer ces familles, mieux nous intégrer, finalement on parle de nous, dans la société. Toutes ces portes en question, elles ne sont pas énormément ouvertes par le Vatican et par un certain nombre d'églises. Alors on peut comprendre, en fait, ce qu'il y a derrière aussi, c'est qu'on parle de l'église catholique et apostolique dans le credo universel, catholique et apostolique dans le credo. De fait, on a effectivement l'Église de Rome, mais on se rend compte aussi sur le terrain, nous c'est l'expérience qu'on a vécue aussi dans les différents endroits où on est passé, que d'une église à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une paroisse à l'autre, les façons de faire sont différentes. Et on revient donc à cette pensum qui a été rédigée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est un peu sortie de nulle part, et qui fait un peu écho à cette lettre finalement. Niveau timing, ça tombait, je peux le dire assez bien, mais enfin bref, mais qui faisait un peu fi de la réalité sociétale des églises dans lesquelles apostoliques, de certaines églises on est de la vraie. La réalité, c'est qu'effectivement, de notre point de vue de catholique homosexuel, d'abord, de manière un peu générale, on a une église qui porte un message d'amour et d'inclusivité. On a dans la Bible quand même Jésus qui va jusqu'à défendre... Aimez-vous les uns les autres, bon sang. Défendre la prostituée, qui va défendre c'est la personne qui a commis un adultère, en disant qui suis-je pour juger, et celui qui n'a jamais péché lui jette la dernière pierre. Donc vraiment un message d'amour. La première. La première pierre, pardon. Vraiment un message d'amour et d'inclusivité. Et puis finalement, effectivement, un message institutionnel de l'Église qui finalement est très fermé, qui laisse pas du tout de place en fait, tellement pour l'accueil. Ouais, et puis qui non seulement qui s'adapte à certaines réalités locales. Je ne vais pas dire quand ça les arrange, mais notamment dans des pays en Afrique ou en Amérique du Sud où il y a un conservatisme qui sont toujours un peu plus conservateurs que les pays européens, mais qui refusent, en tout cas qui
Ah, ils sont bousculés. Hein, ça, qui arrivent pas refusent certaines autres adaptations parce qu'elles pourraient bousculer justement ces terreaux qui sont des terreaux beaucoup plus fertiles que l'Europe et l'Occident, en tout cas pour rapporter probablement des fidèles. Mais de fait, on se pose la question derrière, était-ce bien nécessaire de sortir cette information, que la congrégation pour la doctrine de la foi sorte cette information? Mais on s'éloigne. Je pense Absolument, j'allais dire revenons à nos moutons et à notre lettre. L'intérêt, c'est quand même de voir qu'il y a une vraie réalité de terrain aujourd'hui qui est très chouette, qui est qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont plus inclusives et qui sont tournées vers les personnes LGBT+. Il y a pas mal mais qui restent quand même assez choses. confidentielles et surtout qui n'ont pas tellement... Enfin, on a un peu l'impression à chaque fois qu'on doit s'en excuser ou qu'il ne faut pas trop que ça se sache et tout ça. Et donc, finalement, cette lettre, elle vient un petit peu mettre les pieds dans le plat en interpellant les autorités de l'Église française, les évêques, puisqu'elle est adressée aux évêques. Oui, on parle bien d'une lettre adressée aux évêques de France. On aimerait qu'à l'occasion de cette année de la famille, on puisse travailler sur cette question-là. Et elle offre un certain nombre de pistes qui s'appuient sur des réalités concrètes de ces couples, y compris donc de ces couples homosexuels, qui forgent parfois, dans ce qui est dit dans la lettre, l'admiration en termes de substance de la foi et de fidélité, de forme de fécondité, de créativité. Donc je crois que c'est en tout cas très très chouette. Ce qui moi m'interroge un tout petit peu, c'est que pour l'instant j'ai un peu l'impression que cette lettre est restée un petit peu confidentielle. Elle n'a pas eu beaucoup de visibilité. On va changer ça. Je suis sûr que du moment où on va publier ça sur Tranche de Couple, ça va faire un buzz mais monstrueux. On compte sur vous. Hein. Et puis surtout, j'espère qu'elle ne restera pas lettre morte. Et qu'il y aura une réponse, c'est beau ce que tu dis. une réponse des évêques, même si on a vu à l'occasion, peut-être c'est là encore refaire le lien avec la récente polémique sur la publication de la doctrine, Congrégation pour la doctrine de la foi, on a vu un clergé français peut-être plus réservé ou plus conservateur dans sa réaction que d'autres. On a surtout clergés. Entendu un silence assourdissant. Oui, c'est ça. Le seul qui a osé l'ouvrir a démissionné de son poste quelques jours après ou quelques jours avant, selon les... Et donc c'est clair que là, pour le coup, quand on regarde par rapport à la Belgique ou à l'Allemagne, par exemple, ou même la Suisse, la Suisse quand même. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. On peut quand même se dire qu'il serait temps que la France évolue, en tout cas réfléchisse sur ces questions-là. Moi, je dirais effectivement qu'il serait temps que la France commence au moins à réfléchir. On dit pas, on sait que les évolutions, on ne changera pas l'Église du jour au lendemain, mais peut-être commencer effectivement à réfléchir sur le sujet. Il y a des initiatives au niveau local qui existent. On a eu le cas. On sait que par exemple dans le diocèse de Grenoble ou dans plein d'autres diocèses, ils ont mis en place des associations, des accompagnements des parents et des personnes homosexuelles aussi. C'est un super début. Alors, quand on parle d'accompagnement, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de thérapie de conversion parce que c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet dont on pourra vous parler à l'occasion. Mais on parle vraiment d'accompagnement pour intégrer dans l'Église ces personnes telles qu'elles sont, sans chercher à les changer. Et au-delà des initiatives spécifiquement dédiées à ces personnes-là, et je pense qu'il en faut et il en faudra parce que quand on se découvre et qu'on fait le chemin vers l'acceptation de qui on est en tant que personne homosexuelle et qu'en même temps on est catholique, c'est pas simple. Réconcilier les deux de base, vu justement cette position institutionnelle de l'Église, c'est un chemin qui n'est pas simple et donc il faut probablement avoir ces approches pastorales dédiées. Mais ce qu'on aimerait aussi, c'est finalement que les personnes homosexuelles et les couples homosexuels puissent être intégrés comme ils sont dans les pastorales qui sont ouvertes à tous. Et donc, quand il y a des retraites pour couples, que les couples homo puissent être invités, bienvenus, au même titre que les couples hétéros. Et ça, je crois qu'il y a encore un peu de chemin à faire, parce que on est sur la première marche. Il commence à y avoir des initiatives, et c'est très bien,
à destination spécifiquement des populations LGBT+, mais l'intégration dans la pastorale plus large, ouverte à tous, ben ça, je pense qu'on est encore quand même assez loin. Absolument. Ouais, non, c'est encore un sujet. On n'en a pas fini de vous en parler. J'espère qu'on on ne vous lasse pas d'en parler, mais pour nous, c'est aussi un sujet important parce que ça fait quand même partie de notre vie de couple pour le coup. Et En même temps, ceux qui écoutent notre podcast, ils savent à quoi s'attendre aussi. Hein. oui, On n'a pas caché dès le départ que c'était le podcast d'une vie de couple homo, de couple homo catho et pratiquant. Et donc, voilà, ça fait partie de de qui on est. Tu veux peut-être nous raconter, juste pour passer à un autre sujet, du coup, notre petite escapade maritime, puisque voilà, on a passé une super journée. Et oui, le week-end dernier, on a profité du beau temps. Alors, il faisait relativement frais, mais néanmoins, il faisait quand même très très beau, pour faire quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire sortir de Bruxelles. Alors on a la chance que notre confinement... Dans les Ardennes, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. On a la chance que notre confinement en Belgique nous permette de voyager dans tout le pays. Bon, vous me direz, la Belgique, c'est un peu plus petit que la France, donc voilà, ça limite quand même la distance qu'on peut parcourir. Mais néanmoins, du coup, on a été se balader une grosse après-midi, on va dire, à la mer, donc sur la côte belge. En de Kust. À la côte. Dans un des nombreux villages ou petites villes qui bordent cette côte belge. Et donc là, ça s'appelle Le Coq, des Han, hein, puisque c'est dans la partie flamande de la Belgique. Spoiler alerte, juste pour vous dire que les 4 astronautes de Dragon viennent de rentrer dans la Station Spatiale Internationale. Magnifique. Tadam. Surtout quand ils vont écouter ce podcast cette semaine ou plus tard. Spécial cast de Thomas, si tu nous entends. Et donc, on a choisi d'aller à cet endroit-là parce que, en fait, c'est un des endroits les moins bétonnés. La côte belge n'a pas une très bonne réputation en termes de jolis paysages, nature, environnement, tout ça. Donc on a fait une petite escapade purement belge. Nous avons déjeuné en mangeant des frites, en prenant des frites aux frites côtes, donc la baraque à frites. Et puis après, faut s'adapter, hein. On a été se balader sur la plage en fait, puisque la côte belge, c'est une succession de plages qui ne s'interrompt pas. Et par conséquent, on a quand même fait 12 km à pied. Et du coup, c'était très très chouette. Ça nous a fait beaucoup de bien de prendre le soleil, le grand air, et puis de sortir. Alors forcément, il y avait un petit peu de monde sur la route à l'aller et au retour, mais voilà, c'était chouette. Absolument, ouais, non, c'était un bon moment. Voilà, vous voyez, on arrive à sortir, on parlait de la routine, on arrive à en sortir aussi de notre routine. Je tiens quand même à préciser que jusqu'à maintenant, on avait réussi à faire un podcast entier sans parler de Covid. Et que j'étais assez fier parce que ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Là, on va vous en parler, mais c'est quand même pour une chouette initiative. Donc Max, est-ce que tu veux nous parler de Covid Tracker et vite ma dose? Ça fait un peu de junkie, ça, quand même. Alors effectivement, on souhaitait vous parler de ces deux initiatives parce que on trouve ça vraiment chouette. Alors Covid Tracker, c'est un site web qui a été créé par Guillaume Rosier, qui est ingénieur en informatique, spécialisé dans le traitement de masse de données, qui a 24 ans. Et de sa propre initiative, il a lancé le site Covid Tracker pour suivre l'évolution de la pandémie en France et puis dans le monde. Alors du coup, il a rassemblé une équipe de bénévoles qui, comme lui, passent une grande partie de leur temps libre pour faciliter la mise à disposition et donc la compréhension des chiffres liés à la pandémie. Alors bien sûr, ceci n'est possible que grâce à la mise à disposition par les autorités publiques des données, ce qu'on appelle en open data, ce qui a pris un petit peu de temps, ce qui n'a pas été simple, mais qui aujourd'hui fonctionne extrêmement bien. Et donc Covid Tracker vous donne une visibilité sur un certain nombre d'indicateurs que sont d'une part le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas par semaine pour 100 000 habitants, le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion des tests qui sont positifs parmi l'ensemble des tests, le taux de reproduction, le fameux R, qui représente le nombre de personnes contaminées par un malade. Et donc au-dessus de R,
égale 1, l'épidémie progresse, et en dessous, elle régresse. Et puis enfin, la tension hospitalière, c'est à savoir donc le nombre de lits de réanimation qui sont occupés par les patients Covid-19 par rapport au nombre de lits fin 2018. Alors, un outil supplémentaire a été créé pour venir compléter Covid Tracker, c'est l'outil Vite ma dose. L'objectif, c'est de détecter les rendez-vous de vaccination contre le Covid. Et cette initiative a été prise face à la difficulté éprouvée au début de la campagne de vaccination, vous vous en souvenez, pour prendre un rendez-vous tout simplement, sachant que le nombre de rendez-vous disponibles évolue beaucoup au fur et à mesure aussi des livraisons. Et donc, Vite ma dose, c'est un outil qui permet de manière simple d'identifier les doses disponibles dans votre département pour vous faire vacciner, bien sûr, sous réserve d'être éligible. Il scanne l'ensemble des plateformes où les rendez-vous sont disponibles, donc ça vous évite d'aller sur les différentes plateformes et vous-même de chercher. Et du coup, ça offre une solution rapide, simple et fiable pour identifier si vous pouvez prendre un rendez-vous de vaccination. Et cette semaine, et c'est pour ça aussi qu'on profite de l'actualité pour vous en parler, ils ont sorti une application qui tourne sous iOS, donc les appareils Apple et Android, pour faciliter encore leur utilisation et vous permettre de prendre rendez-vous. Un truc de John, ça. Alors, si vous ne connaissez pas, on vous invite à regarder ces sites et à utiliser Vite ma dose pour identifier où est-ce que vous pouvez aller vous faire vacciner. Pour rappel, pour l'instant, c'est si vous avez plus de 55 ans ou des comorbidités. Tout est listé sur le site www.santé.fr. Et on notera aussi que ce week-end a lieu un hackathon Covid qui est organisé par les autorités publiques françaises, qui permet justement aux citoyens, aux entreprises, aux chercheurs, aux administrations publiques d'unir leurs forces pour contribuer à mettre fin à la pandémie. Et 4 défis sont à relever sur ces 2 jours. Le premier défi, c'est autour de mieux accompagner les victimes de la Covid à court et à long terme. Le deuxième défi, sur comment fluidifier la campagne de vaccination. Le troisième défi, comment suivre différemment l'évolution de la pandémie. Et le quatrième défi, mesurer les risques et favoriser les comportements vertueux. Alors globalement, on souhaitait mettre en avant ces 2 initiatives parce que c'est vraiment chouette de voir qu'on arrive en mobilisant tout le monde, chacun avec ses compétences, à travailler pour le bien commun. Et toutes ces initiatives, elles sont gratuites, elles sont accessibles à toutes sans frais. Alors certains peuvent regretter que ce type de service ne soit pas organisé et structuré par l'État. La Max est en train de me regarder avec des grands yeux parce que c'est effectivement une des choses que je disais que c'était dommage que ça ne soit pas venu de l'État ou que l'État n'ait pas lancé des appels pour créer ce genre de choses. Les hackathons, c'est typiquement le genre d'événements qui peuvent aider à créer ce genre de structure. Et c'est très bien de pouvoir utiliser les Le hackathon, pour le coup, est organisé par l'État. Voilà, mais c'est ce que je relève. C'est que c'est dommage qu'il arrive tardivement parce que ça aurait pu être utile pour Stop Covid, enfin tous anti-Covid, enfin je sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais peu importe, ça aurait pu être utile pour ça. C'est des idées, comme disait feu Valéry Giscard d'Estaing, en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà. Non mais exactement, mais c'est là où je pense qu'il faut arriver à faire on pourrait dire effectivement comme au Royaume-Uni que Covid Tracker par exemple ça aurait dû être fait par l'État. Ou que Vite ma dose, par exemple, aurait pu aussi être fait par l'État. Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences qui existent, un peu partout. Aujourd'hui, Covid Tracker et Vite ma dose, ils ont pu être faits parce qu'il y a des gens qui ont une expertise qui mettent en œuvre dans leur métier, qui n'est pas du tout nécessairement dans le domaine de la santé. Et grâce à leur expertise et en étant un petit peu coordonnés, ils ont réussi en fait à sortir ces outils pour le bien commun et donc gratuitement par du bénévolat. Et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir aussi impliquer l'ensemble de la société civile. Et je suis sûr que ces gens-là, ils sont super heureux de pouvoir le faire. Et puis le deuxième aspect, c'est que Covid Tracker comme Vite ma dose ne pourrait pas être disponible si l'État ne fournissait pas des données
qui permettent ensuite de construire les outils de modélisation, de simulation, et puis finalement de gestion et de mise en valeur des données. Et donc, voilà, donc je trouve ça plutôt chouette, même si c'est vrai, on aurait pu attendre à ce que les autorités publiques aillent plus vite et puis peut-être facilitent déjà un certain nombre de choses. Merci Max. Moi, je vais faire juste un dernier point parce que je sais qu'on est un peu juste toi, au t'es niveau comme ça, toi. Mais c'est un point qui est contraint par le temps. Je voudrais signaler l'initiative Chef Extraordinaire, qui est la création du premier média gastronomique et inclusif. On vous avait parlé des restaurants inclusifs. Donc nous, on a le 65 degrés ici à Bruxelles. Vous avez la chaîne Café Joyeux en France. Et puis, vous avez le restaurant Le Reflet qui est présent à Paris et à Nantes. Et c'est ce restaurant, via notamment ce restaurant Le Reflet, qu'une cagnotte a été mise en ligne sur KissKissBankBank pour créer ce premier média pour parler des initiatives culinaires, gastronomiques, portées par des jeunes et des adultes en situation de handicap qui travaillent dans des structures inclusives, des restaurants inclusifs. Voilà, donc on vous mettra le lien. Si vous voulez contribuer, ils sont déjà au-delà de leur objectif, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est chouette comme initiative et je crois que c'est toujours intéressant de participer. Ils ont mis en place un premier objectif à 30 000 euros. Le suivant, du coup, maintenant est à 60 000 euros. On y croit. Nous, en tout cas, on a participé et on espère que ça vous touchera aussi et que vous le ferez aussi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On va peut-être terminer maintenant là-dessus. C'est déjà la fin de cet épisode. Donc, on vous disait la tête en l'air, les pieds sur terre. J'espère que pour une fois, on n'a pas trop digressé par rapport à notre thématique, mais c'est toujours sympa de chercher les thèmes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours, et d'ici là sur Twitter et Facebook. Gros bisous, continuez à sortir masqué, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.